La Belgique se relance. Nous sommes dans le Brabant wallon cette semaine et plus spécifiquement autour des secteurs de la santé ce matin. Patrick Cauwert nous a rejoint, CEO de FEPRABEL et, j'ai envie de préciser, porte-parole des courtiers, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, comme si la crise sanitaire n'avait pas suffi, il a fallu les inondations, n'est-ce pas? Comment vous sortez de cette crise, de votre côté? Comment votre secteur sort de cette crise? Le secteur, je vais dire, je crois qu'on s'en sort bien parce qu'on n'a pas été directement impacté. Je pense que les personnes autour de la table ont été beaucoup plus proches du terrain et c'est beaucoup plus important. L'assurance, c'est quelque chose qu'on prépare avant et qui intervient après, je vais dire. Hein. Mais du coup, puisqu'on parle santé, est-ce qu'il y a une prise de conscience là qui est arrivée suite à... Il y a eu beaucoup de questions, il y a eu beaucoup de fausses informations, etc. sur la couverture santé par rapport à la Covid. Or, en soins de santé, il n'y a aucun problème. Je ne parle pas d'assurance annulation ou autre, mais tout ce qui était soins de santé, c'est couvert. Je dois encore répondre tous les jours à des questions. Une assurance décès couvre si on décède du Covid, couvre malgré qu'on ne soit pas vacciné, etc. Donc là, il y a beaucoup de fantasmes là-dessus. Mais l'assurance fait son boulot et fonctionne. Je vais dire, tout ce qui est soins de santé, hospitalisation, assurance décès fonctionne, il n'y a eu aucun problème là-dessus, et heureusement d'ailleurs, donc ça c'est évident. Mais il y a une prise de conscience aussi du risque, évidemment, plus grande, parce que, je m'excuse, mais la Covid, ou je dirais une pandémie, c'est pas une couverture qu'on nous demandait. Qui aurait demandé de se couvrir pour la pandémie il y a 3 ans? Et c'est ça. On leur a dit, peut-être on va chercher, mais ça ne posait pas de problème parce qu'on ne pensait pas à ça. Bien sûr. Donc je pense que la pandémie, puis les inondations. Enfin, les inondations, ça, il y a quand même une loi, ça, c'était quand même prévisible, mais je crois que personne n'imaginait l'intensité de ce qu'on a vécu. Et donc, il y a quand même une remise en question et une réflexion sur les risques majeurs et sur la manière de les couvrir dans le futur. Donc ça, c'est un travail considérable que le secteur doit faire, c'est se remettre en question pour trouver des solutions et qu'on ait des couvertures plus adéquates. La couverture des pertes d'exploitation, etc., suite à la Covid, c'est pas couvert. Il n'y a pas de problème en Belgique. Les contrats sont très très clairs par rapport à d'autres pays. Mais pourquoi ne pas le couvrir? Je pense que le rôle de l'assurance est de justement couvrir les risques imprévisibles et d'aller plus loin. Alors vous allez me dire, c'est très difficile de couvrir l'imprévisible, mais c'est le rôle des assureurs, quoi. Oui, c'est ça. Oui. Et cette prise de conscience, je parlais de panique il y a quelques minutes, cette prise de conscience, on a beaucoup parlé de santé ces derniers mois, est-ce qu'elle est favorable aux assurances ou aux assureurs ou pas? Je ne sais pas si c'est favorable ou non, je crois qu'il faut le voir de manière neutre. L'assurance... Pour l'image du secteur, ça n'a pas été un problème? Non, je ne pense pas qu'en Belgique on ait eu de problèmes. Dans d'autres pays, oui, mais en Belgique on n'a pas eu de problème d'image parce qu'on a continué à communiquer. On a eu beaucoup de discussions de savoir si on continuait à communiquer, si on continuait à être présent dans les médias et autres. C'était problématique, mais on a voulu continuer à exister en disant on était secteur essentiel, donc on n'était pas obligé de fermer. Ça a été aussi beaucoup de discussions parce que je pense que c'était des grands moments d'incertitude. Avant, on avait, je pense, une ligne, on savait où on était. Après la crise, il y avait beaucoup plus de remises en question et de questions, et on n'avait plus une ligne. Je vais dire, avant, je savais que quand je proposais quelque chose, j'étais dans une majorité sans problème. Maintenant, il y avait du pour, du contre. Et donc, on est dans des discussions beaucoup plus complexes, et il y a beaucoup plus de remises en question de tout ce qui se fait. Alors, c'est intéressant intellectuellement, mais on n'a pas l'habitude de ça. Donc, c'est cette remise en question-là qui est importante. Beaucoup plus de remise en question. Vous le témoignez aussi, Isabelle, au quotidien? Oui, tout à fait. Que ce soit dans nos équipes, par rapport aux patients, par rapport à nos protocoles. Oui, la remise en question, c'est évident. On doit se challenger en permanence. On le fait plus qu'avant? Oui, certainement, parce qu'on doit intégrer des données nouvelles, parce que nos équipes nous mettent aussi au challenge de le faire. On travaille sur des projets de reconstruction pour tous nos sites hospitaliers, et les modèles de nos futurs hôpitaux sont en train de changer sur base des conséquences de la pandémie. Donc, ce sont des choses qui nous amènent à revoir en permanence nos modèles organisationnels, architecturaux, d'approvisionnement. C'est évident aussi. Mireille, vous êtes d'accord avec ça? Ça a un peu resetté, rebattu les cartes, cette crise? Je crois que la crise nous a amené à réfléchir vraiment au rôle du manager d'abord et aux équipes. Et en fin de compte, lorsqu'on est à une situation, en une position de leadership, il est très important, je pense, de ne pas oublier que notre première mission, c'est pas d'abord d'engranger de l'argent ou du capital, mais c'est d'abord d'avoir une responsabilité sociétale. C'est ça. Et donc, au-delà,
Donc du coup, ça chapeaute toute une autre réflexion. Et comme on est vraiment, pour moi, c'est super important. On sort d'un modèle économique néolibéral où là, de toute façon, on allait aller dans le mur. Et je dirais, c'est très dur de dire ça, merci à la pandémie, quelque part nous avoir vachement secoué parce qu'il y avait des gens avant ça qui comprenaient pas qu'il fallait de toute façon changer de business model. Et donc, effectivement, la gestion des risques fait partie de notre quotidien. Nous, on est une petite entreprise, mais bon, on est certifié ISO 9001, ça veut dire que ça fait partie aussi de notre ADN de réfléchir en termes de risques. Si quelqu'un part, ben voilà, j'ai ma directrice technique qui part fin d'année, c'est une femme prodigieuse qui a plein de casquettes. Oui. Elle va partir à la retraite, il faut la remplacer. Voilà, c'est tout. Mais mon entreprise ne peut pas s'arrêter pour autant. Donc il faut travailler les formations, il faut prévoir, il faut compter sur des nouvelles équipes, des jeunes. Il faut être tout le temps en transformation, je dirais. On n'arrête pas dans une entreprise et c'est ça qui est formidable. On a toujours des défis. On entend beaucoup parler justement suite à cette crise de pénurie de main d'œuvre. Ça a fait du mal aux équipes. Hein. Comment vous gérez ça dans vos secteurs ? Est-ce que dans le monde, dans vos hôpitaux, est-ce que on change de métier après avoir vécu une crise comme celle-là ? Alors je pense qu'il y a probablement des soignants qui se réorientent, mais on fait face effectivement à une pénurie, d'autant plus que le gouvernement fédéral a libéré des moyens conséquents pour soutenir le secteur de ce qu'on appelle le fonds blouse blanche, qui représente énormément d'équivalents temps plein dans nos différents hôpitaux, et on n'arrive pas à totalement couvrir les effectifs, donc on doit aussi effectivement trouver comment on peut aider le personnel soignant par des aides qui ne sont pas du personnel soignant. Donc, est-ce que ça va être des aides logistiques? Est-ce que ça va être des aides administratives? Est-ce que ça va être une amélioration de l'organisation? Voilà, on fait face aussi à des pénuries dans d'autres métiers. Donc, on peut avoir du retard sur certains de nos chantiers et l'hôpital de Nivelles est en plein master plan. Et donc, on voit que la pénurie de main-d'œuvre dans les entreprises auxquelles on a recours à un impact sur notre activité également. Toute une série de choses est retardée. Laurent, de votre côté, est-ce que vous avez des équipes on s'est rendu compte chez Eurodis qu'avec la crise, l'humain est très important. Finalement, c'est qui a fait face à la crise? C'est qui a préparé les colis en urgence pour des gens qui en avaient besoin? Mais c'est l'humain, c'est l'équipe. Et je pense ce que vous disiez est tout à fait juste. On était trop dans un modèle économique où l'argent était roi. C'est ça. Et là, on prend un peu de recul et oula, attention, on est trop dans. On avait oublié l'essentiel. Oui, je pense. Et je pense aussi que beaucoup de personnes se sont remis en question. Tiens, est-ce que mon métier correspond à ce que je veux être? Est-ce que c'est vraiment ce à quoi j'aspire? Moi, j'ai un beau-frère dans l'Horeca. Beaucoup de personnes dans l'Horeca, comme ça s'est arrêté, ont basculé vers d'autres carrières. Bien sûr. Il y a une pénurie de main-d'œuvre dans l'Horeca qui est gigantesque. Voilà, donc on est en train de se réorganiser et cette réorganisation va prendre encore un peu de temps. Et nous, pour le moment, on souhaite recruter, c'est pas facile. Oui. On n'a pas le bon candidat tout de suite. On est en train de vivre quand même une drôle de période. C'est plus compliqué. Ouais. Les priorités ont changé? Vous avez ce sentiment? Ou les gens sont plus exigeants? Non, je pense ou plus exigeants, où ils savent peut-être mieux ce qu'ils veulent. Oui, c'est ça. Voilà. Je pense que c'est vraiment une recherche de sens et un équilibre aussi qui est entre la vie privée et la vie professionnelle qui a pris énormément de place et c'est bien normal. Mais c'est vraiment cette recherche du sens, alors qui dans nos métiers est évidemment beaucoup plus facile. Bien sûr. Mais il faut qu'il y ait un confort de travail qui permette justement de se concentrer sur l'essentiel, qui est les patients évidemment dans notre secteur. Et c'est pour ça que notre métier, c'est de permettre une organisation qui leur permet d'être au chevet du patient, de consacrer le temps nécessaire au patient et d'avoir l'impression de faire un travail de qualité et l'humain, c'est ce que vous disiez à l'instant. On a l'impression qu'on avait oublié l'essentiel. Patrick, est-ce que dans votre secteur, on a vu des images et suite aux inondations, est-ce que ça a presque rapproché les courtiers de leurs clients? Est-ce que ça a humanisé la profession, qu'ils aillent à leur rencontre? Est-ce qu'il fallait faire peut-être plus de terrain à ce moment-là? En tout cas, dans la région liégeoise, ils ont été sur le terrain et on y a été aussi pour faire des permanences, aller à la rencontre des gens. Et l'humain avait extrêmement d'importance. Qu'on parle du digital, et c'est assez
amusant. C'est symptomatique de voir que la crise de la Covid a amené vers le digital. Complètement, exactement. En une semaine, il y a 600 bureaux qui se sont digitalisés et l'inondation a ramené l'humain parce que quand quelqu'un n'a plus de maison, vous pouvez lui dire d'envoyer un mail, ça devient très compliqué. Donc il fallait être sur le terrain avec un papier, leur mettre des documents. On a ressorti des documents papier pour être proche des gens. Et alors, je pense que ce qui ressort aussi de tout ça, c'est une sensation de détresse psychologique et de problèmes psychologiques. Je pense que cet aspect-là n'est pas assez mis en avant. On essaie de trouver des solutions et d'avoir des propositions pour soutenir les gens. Quand moi j'ai rencontré les victimes au bord de la Vesdre ou là, les gens n'avaient pas tellement de problèmes de techniques d'assurance. C'était surtout, ils avaient besoin de parler, ils avaient besoin qu'on les écoute, qu'on comprenne ce qu'ils avaient vécu. Il fallait qu'ils montrent des photos que ça sorte, qu'ils partagent cela. Et je pense que c'était plus... et c'était très émouvant. Moi, le premier soir, j'étais vraiment bouleversé en rentrant. Et je veux dire, donc cet aspect-là, cet aspect humain de contact, les courtiers ont été proches des gens, évidemment. C'était plus des répondeurs, c'était rien du tout. C'était vraiment être à côté des victimes pour les écouter, leur expliquer, les aider et montrer qu'on était là. Donc ce côté humain est évidemment primordial. Est-ce que finalement, cette relance, elle va passer par plus de considération, en fait, tout simplement de l'homme et de ce qu'on est, des valeurs? Mais heureusement, je dirais. Hein. Certainement, heureusement. Mais c'est fou qu'il faille passer par là. Oui, je réfléchissais encore. Bon, maintenant, évidemment, le fait que les gens étaient en télétravail, il y a eu d'autres formes de burn-out. Avant, on parlait du burn-out parce que les gens étaient épuisés au travail, parce qu'on leur demandait de trop. Il est très important aujourd'hui d'avoir ces équipes auprès de soi et voir qu'elles soient bien. Donc, ça passe par le cadre de travail, les équipes, la communication. Il faut communiquer avec ces équipes. En fait, c'est magistral, mais c'est comme ça. Il faut d'abord aller voir comment ces personnes vont chaque matin. Qu'est-ce qui ne va pas? Essayer d'être leur orienté solution. Être à l'écoute, c'est d'abord, avant tout, c'est ce qu'il faut faire quand on est dans du management, je crois. C'est être à l'écoute. Alors, on peut pas accepter tout et n'importe quoi, mais il faut écouter et puis il faut essayer de trouver la meilleure solution possible. Et puis, expliquer pourquoi aussi. Et c'est ça l'humain. C'est finalement une aventure de relation. Moi, j'ai toujours ce qui doit créer nos équipes, c'est le mise ensemble et le sens viendra parce qu'on s'occupe les uns des autres. En 2020, c'était un peu la prédiction. Chaque année, je lance pour mes équipes un thème et j'avais lancé le prendre soin. Oui, vous allez sourire, mais avant la pandémie. Et je m'étais dit, en fait, il faut commencer à prendre soin de soi-même. Si on ne prend pas soin de soi-même ou de sa famille, on n'est pas bien. Et prendre soin finalement, après, au fur et à mesure de son cadre de travail, de ses clients, mais aussi de ses fournisseurs. Si on a besoin d'un bon fournisseur, il faut prendre soin de lui, il faut le payer à temps. Enfin, voilà. Et donc, j'avais développé tous ces liens de prendre soin. Et finalement, je me suis rendu compte que c'est ça le management. C'est prendre soin de tout et finalement de notre société. Quand je vois vous qui êtes dans les assurances, c'est ça, c'est prendre soin des gens avec un peu plus de distance que nous qui étions sur le feu, sur la brèche là, pendant la crise. Mais le prendre soin, ça passe par la bonne communication et écouter l'autre. Écouter et ne pas écouter pour faire semblant d'écouter. Non, comme vous l'avez fait sur le terrain à Verviers, c'est difficile de faire autrement quand même face à ces gens. Oui, mais ça rejoint, si on peut rebondir sur la relance, c'est aussi écouter les start-up, écouter les PME, écouter l'évolution, parce que on voit quand même une évolution. Ces sociétés qui se lancent ou maintenant qui se reconstruisent ont une évolution forte, donc elles ont besoin aussi de soutien et d'écoute pour adapter les couvertures aux besoins. Ça, je crois que c'est très important d'avoir vraiment quelqu'un de confiance à qui on peut partager son aide, parce que l'assurance, le courtier, il connaît pas le métier de chacun. Hein. Je veux dire, nous, on transforme la compétence de métier qu'on nous explique en termes d'assurance et en termes de couverture résiduelle, hein, parce que je pense toujours que le rôle de l'assureur et du courtier, avant tout, c'est la prévention. Je m'excuse, mais la meilleure couverture d'assurance, c'est celle qui évite le sinistre. Donc tout cet aspect de prévention est mis en avant et me paraît fondamental dans les rencontres qu'on a. Et puis le résiduel, évidemment, le financier, c'est l'assurance qui est derrière. Mais le reste, c'est vraiment une gestion des risques qui est importante. Et je pense que l'évolution fait qu'il doit y avoir plus de contact et d'écoute et d'échange, c'est important. Souvent, quand j'étais courtier, moi je ne pratique plus comme courtier, mais les gens me disaient, je veux être assuré. Et je disais, mais pourquoi? Ben non, il faut m'assurer. Non, mais c'est à vous à m'expliquer votre risque, quelle est votre crainte, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'il y a une autre solution que je dirais simplement une assurance? Il y a peut-être d'autres moyens de se
prémunir de ne pas avoir ce genre de risque. Donc voilà, je pense que c'est cet aspect-là qui est remis en avant. Par contre, je ne suis pas convaincu dans le monde des assurances que le système capitalistique de fonctionnement économique soit remis en question si rapidement. Mais je veux dire, sur l'humain, oui. Allez, on se quitte quelques instants. On se retrouve juste après pour la dernière partie de cette émission. À tout de suite.